Bonjour, bonsoir élèves de 4e, j'espère que vos stylos sont prêts, j'espère que vos oreilles sont prêtes. On va comprendre un petit peu le déroulement de la Révolution française de 1789 à 1815. Pourquoi est-ce qu'on en parle tant ? Pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle a bouleversé la France mais aussi l'Europe ? Le 5 mai 1789, la réunion des États généraux que le roi avait convoquée à cause du prix du pain, de la répartition de l'impôt, de la crise financière, les caisses de l'État sont vides et il s'agit de demander au clergé et à la noblesse de payer des impôts pour rééquilibrer les caisses de l'État. Alors du coup, la réunion des États généraux s'ouvre le 5 mai 1789 à Versailles. Elle réunit les représentants des trois ordres, du clergé, de la noblesse et du tiers-État. Les députés du tiers-État ont deux doléances principales qu'ils ont entendues. Le problème de la répartition de l'impôt, on le sait, puisque la majeure partie des impôts en France porte sur le dos du tiers-État, et le problème du prix du pain, qui est très très haut. Il est très difficile de se nourrir en France le 5 mai 1789. Cette réunion va se dérouler avec beaucoup de désaccords, notamment à cause de la question du vote, puisque ce qui est établi, c'est le vote par ordre, autrement dit, tous les députés du clergé, ça vaut une voix, tous les députés de la noblesse, ça vaut une voix, et tous les députés du tiers-État, ça vaut une voix. Vous l'avez bien compris, la noblesse et le clergé donc à voter pareil pour être supérieurs aux voix du tiers-État. Donc les députés du tiers-État souhaitent un vote par tête pour que ce soit les députés, chaque député qui vaut une seule voix et pourquoi pas peser sur certaines décisions. Il y a aussi beaucoup de désaccords à cause évidemment de la répartition de l'impôt. Le clergé et la noblesse ne veut absolument pas payer l'impôt. Le 17 juin 1789, après plus d'un mois de débats qui bloquent, on ne s'entend pas, eh bien les députés du tiers-État vont se proclamer Assemblée nationale. C'est important parce que ça signifie qu'ils s'arrogent le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif est à l'Assemblée nationale et donc aux députés du tiers-État. Alors il y a quelques députés du clergé et de la noblesse qui les rejoignent, mais pas beaucoup. On est donc dans la salle des menus plaisirs, puisque c'était dans la salle des menus plaisirs à Versailles que se sont ouverts ces États généraux. Le 20 juin 1789, le roi, en réponse à ça, décide de fermer la salle des menus plaisirs, d'empêcher les députés du tiers-État de rentrer dans la grande salle, et donc les députés du tiers-État vont aller s'enfermer dans la salle du jeu de paume. Ça s'appelle donc le serment du jeu de paume. Les députés du tiers-État vont se promettre d'écrire une constitution. C'est un texte qui sépare les pouvoirs, qui limite les pouvoirs du roi, et qui va expliquer cette nouvelle répartition des pouvoirs. Ils vont aussi se promettre de ne jamais se séparer. Le 27 juin, le clergé et la noblesse rejoignent définitivement le tiers-État, sentant le vent de la liberté souffler. La monarchie n'est plus absolue puisque les députés du tiers-État, de la noblesse et du clergé forment une assemblée nationale qui a le pouvoir législatif, donc le pouvoir d'écrire les lois. Et donc, la monarchie n'est plus absolue puisque le roi n'a plus l'ensemble des pouvoirs. Le 9 juillet 1789, l'Assemblée nationale commence à rédiger la Constitution. C'est un texte qui explique la répartition des pouvoirs. Elle prépare donc la séparation des pouvoirs entre le pouvoir législatif à l'Assemblée nationale et le pouvoir exécutif au roi. Le 14 juillet 1789, nous ne sommes plus à Versailles cette fois, nous sommes à Paris. Le roi a fait l'erreur le 13 juillet 1789 en pensant que le peuple parisien prépare un sale coup, prépare une révolte. Le 13 juillet, le roi a décidé de placer des canons autour de la ville de Paris. Un groupe d'artisans et d'ouvriers parisiens vont donc s'armer en réaction à cette décision du roi de placer des canons autour de la ville. Ils et elles vont chercher des fusils dans le bâtiment des Invalides, puis se diriger vers la prison de la Bastille, une ancienne prison. Et d'ailleurs, les insurgés vont trouver des anciens prisonniers, quelques-uns, puisque cette prison n'était plus vraiment active, pour aller chercher des munitions. Cet événement est important parce que c'est l'entrée du peuple dans la Révolution, mais aussi le début de la violence
Pourquoi ? Parce que le commandant de Launay, le commandant de la prison, est assassiné, décapité, et sa tête est placée sur une pique à l'entrée de la Bastille. Fin juillet et début août 1789, on n'est plus à Paris, on est dans les campagnes françaises. Des paysans vont entendre la rumeur selon laquelle des seigneurs auraient payé des brigands pour saccager les récoltes des paysans. En réaction, et car la paysannerie a une grande peur de la famine, rappelez-vous, on a peur d'avoir faim au XVIIIe siècle. Par peur et colère, ils attaquent les châteaux et ils brûlent les droits féodaux. Les droits féodaux, c'est des textes où sont inscrits les devoirs des paysans envers leurs seigneurs. Vous le connaissez puisque vous l'avez vu en 5e, les corvées et les impôts. C'est le début de la peur du complot aristocratique. Le complot aristocratique, c'est cette peur que les aristocrates, la noblesse, les élites, complotent contre le petit peuple, et notamment avec des puissances étrangères. Cet événement est important, car la Révolution s'étend dans les campagnes françaises, et parce que ça provoque la fuite de beaucoup de nobles vers notamment des puissances étrangères. Donc la peur du complot, elle est évidemment justifiée, puisqu'on va avoir des nobles qui vont s'exiler dans des monarchies extérieures, avec comme espoir d'avoir de l'aide pour reprendre le pouvoir en France. Les députés de l'Assemblée nationale apprennent la nouvelle de la révolte des campagnes. Et le 4 août 1789, nuit qui est surnommée la nuit magique, les députés de l'Assemblée nationale vont voter une des lois les plus célèbres et les plus historiques dans l'histoire de France, la loi de l'abolition des privilèges. Les droits féodaux et les privilèges d'impôt sont abolis. La colère des paysans a donc été en partie entendue, puisque vous le savez, la question du prix du pain n'est toujours pas résolue. Toujours dans leur lancée d'écriture de texte, les députés de l'Assemblée nationale rédigent, entre le 23 et le 26 août, la célèbre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ce texte est très important et aura une résonance mondiale, puisqu'il stipule que les humains sont libres et égaux en droit. Il proclame également la liberté d'expression, la liberté individuelle, mais aussi par exemple la tolérance religieuse. On pense donc ici à l'influence de Voltaire. Le 28 août, autrement dit juste 2 jours après, et oui, il se passe quelque chose à peu près tous les jours dans cette Révolution française. Le 28 août, c'est un petit peu considéré comme la naissance de la droite et de la gauche. En effet, les députés du tiers-état, de la noblesse et du clergé, rassemblés en Assemblée nationale, doivent débattre pour savoir si le roi doit avoir un droit de veto ou pas. Un droit de veto, ça veut dire que si l'Assemblée nationale écrit une loi et la vote, le roi qui a un droit de veto, il a le droit de refuser de l'appliquer. Les députés royalistes vont se placer à droite, alors que les députés qui veulent que le roi abandonne le pouvoir et donc le droit de veto se placent à gauche. Et ça, c'est une différence qui va avoir cours jusqu'à aujourd'hui. À savoir que la droite, ce sont des gens qui veulent conserver l'ordre en place, alors que la gauche, ce sont des gens qui veulent le bouleverser. Le 5 et le 6 octobre, un groupe de femmes avec des soldats de la garde républicaine, armés composés de citoyens et d'anciens soldats de la garde royale, se met en marche vers Versailles pour demander au roi de faire exécuter les lois pour limiter le prix du pain, puisque le roi refuse d'appliquer la loi qui limite le prix du pain à un maximum pour qu'il ne puisse pas être trop cher. Finalement, elles vont forcer le roi à habiter à Paris. Et vous allez voir, ça va avoir une très très grande importance. Le 4 mars 1790, l'Assemblée nationale adopte un nouveau découpage de la France en départements. L'idée est de permettre aux Français, aux Françaises, d'accéder en moins d'une demi-journée à cheval d'un chef-lieu à un autre. L'idée, c'est donc d'avoir près de soi quelqu'un qui va représenter l'État. Le 14 juillet 1790, il s'agit de la fête de la Fédération. Ça consacre la fête du 14 juillet en fête nationale. Et sachez d'ailleurs, pour information, que le 14 juillet, on ne fête pas vraiment la prise de la Bastille. Officiellement, on fête la fête de la Fédération, qui elle-même fête la prise de la Bastille. Le 2 mars 91, les députés de l'Assemblée nationale adoptent la loi d'Allard. Elle permet la liberté totale d'entreprendre et de faire du commerce. Ça instaure ce qu'on appelle le libéralisme. Autrement dit, la possibilité pour la bourgeoisie marchande de s'enrichir sans limite et sans autorisation du roi. Rappelez-vous, puisqu'il devait donner une taxe au roi pour faire du commerce, et il devait avoir l'autorisation du roi pour faire du commerce. Tout ça, c'est fini. Ce qui nous fait penser que les députés du tiers-état sont évidemment en grande majorité font évidemment partie de la bourgeoisie.
Le 3 septembre 1791, la Constitution est terminée d'être rédigée. C'est donc le début officiel de ce qu'on appelle la monarchie constitutionnelle. Les pouvoirs sont séparés, l'Assemblée nationale détient le pouvoir législatif, autrement dit, elle écrit et vote les lois, et le roi détient le pouvoir exécutif. Il doit donc mettre en application les lois. Le 21 juin 1791, donc là je triche un peu, c'était un petit peu avant la monarchie constitutionnelle, le roi et sa famille vont tenter de fuir pour rejoindre sans doute l'Autriche. Pourquoi le roi et sa famille tentent de fuir ? Parce qu'ils sentent évidemment que ça commence à sentir mauvais pour eux, le roi commence à perdre tous ses pouvoirs, et c'est aussi pourquoi pas, demander de l'aide à la famille de Marie-Antoinette. Marie-Antoinette, c'est la femme du roi. Demander de l'aide militaire pour regagner la France et pourquoi pas remettre en place la monarchie absolue. Alors le roi et sa famille vont être rattrapés dans la ville de Varennes et il va être placé sous surveillance au palais des Tuileries à Paris. C'est important parce que ça va briser, ça va être la première cassure entre le roi et le peuple. Parce que jusque-là, le peuple avait plutôt confiance dans son roi. Mais là, on n'a plus confiance, on se dit que le roi veut comploter avec les monarchies extérieures. Le 20 avril 1792, justement, l'Assemblée nationale va déclarer la guerre à l'Autriche, soupçonnée de vouloir intervenir en France pour rétablir une monarchie absolue. Alors évidemment, cette peur est justifiée puisque c'est ce que l'Autriche souhaite. La monarchie constitutionnelle ne fonctionne pas. Le roi refuse de faire exécuter des lois votées par l'Assemblée. De plus, le peuple parisien a toujours faim et le prix du pain est toujours aussi élevé. On n'a plus confiance dans le roi, il est soupçonné de comploter avec les monarchies étrangères. Et donc, le 10 août, un groupe de Parisiens appelés sans-culottes parce qu'ils se revendiquent comme ne pas faire partie de la noblesse, et la noblesse, c'est une classe sociale qui est connue justement, qui se distingue vestimentairement par le port de la culotte. Vous savez, ces grandes chaussettes que vous pouvez trouver largement en tapant sur Google Images, culotte 18e siècle, quelque chose comme ça. Ces soldats, ces sans-culottes, ce peuple parisien, sont accompagnés de soldats de la garde nationale ou garde républicaine, et ensemble ils vont prendre le palais des Tuileries. Le roi arrive à s'en sortir, mais il est passé à côté de la mort. Il s'en sort, mais il est emprisonné. L'Assemblée nationale décide de l'emprisonner. C'est la prise du palais des Tuileries. En conséquence de la prise du palais des Tuileries et de l'échec de la monarchie constitutionnelle, l'Assemblée nationale proclame le 22 septembre 1792 la Première République. Exit la monarchie absolue, exit la monarchie constitutionnelle, on enlève totalement le mot monarchie et on remplace par le mot république, ce qui en fait donc la deuxième avec un État aussi grand après les États-Unis. Pour la première fois, les Français vont voter au suffrage universel direct. Attention, c'est un suffrage universel direct, mais masculin. Les femmes sont toujours exclues du vote et du droit de décision. L'Assemblée nationale est élue et elle a les pouvoirs législatifs et exécutifs. Pour l'instant, il n'y a pas de président. D'accord ? L'Assemblée nationale a l'ensemble des pouvoirs. Les députés vont se diviser en 3 grands courants et pour la première fois, la gauche et la droite vont vraiment apparaître en France dans l'Assemblée nationale. À gauche, on va avoir ce qu'on appelle le groupe des montagnards. À droite, on va avoir ce qu'on appelle le groupe des Girondins, puisque la plupart viennent de Bordeaux. Et au centre, le groupe du Marais, M-A-R-A-I-S. Accessoirement, vous avez un schéma à compléter. Les députés girondins, donc de droite, sont d'abord majoritaires. Donc, ils ont le pouvoir, puisque dans une assemblée, ceux qui ont le pouvoir, ce sont ceux qui sont le plus nombreux. Puisque, évidemment, à chaque fois, on va voter les lois, le plus de mains levées a raison. La République est donc bourgeoise, parce que la droite, elle veut conserver les choses, elle veut conserver l'ordre établi, et les Girondins, ce qu'ils disent, c'est « on arrête, c'est bon, la révolution, elle est terminée, on est dans une république, ça y est, on termine la révolution, c'est fini, on arrête les violences, et on arrête de vouloir changer les choses ». Le 21 janvier 1793, les députés de l'Assemblée nationale votent à la majorité la condamnation du roi Louis XVI à la mort. Il est guillotiné en place publique au cœur de Paris. Cet événement crée la stupeur chez les monarchies européennes. Chez les monarques européens, anglais, autrichiens, prussiens, espagnols, on commence à avoir peur. On commence à se dire
qu'il est possible que les peuples décident de la mort d'un roi ou d'une reine. Évidemment, là, ce n'est pas tout à fait le peuple, c'est l'Assemblée nationale, ne l'oublions pas. Le 2 juin 1793, un groupe de sans-culottes encercle l'Assemblée nationale et oblige les Girondins à céder le pouvoir à la gauche. Pourquoi ? Ils sont mécontents. Le pain, il est toujours aussi cher et la vie, elle reste aussi dure. Rappelez-vous, les députés, le 4 août 89, ont aboli les privilèges d'impôt, mais rien n'a été fait en ce qui concerne la vie chère et les inégalités sociales et économiques, à savoir qu'il y a toujours une population qui est très pauvre et qui meurt de faim, littéralement. Les montagnards, avec en tête Robespierre, ça va être le personnage important, prennent le pouvoir. La République devient populaire. Le 24 juin, Robespierre et les montagnards vont écrire une nouvelle constitution. Alors, elle n'a jamais été appliquée, mais elle est restée gravée dans les mémoires, cette constitution, tout simplement parce qu'elle va établir de nouveaux principes qui vont être déterminants. Le peuple, par exemple, a le droit de se soulever s'il n'est pas respecté. Et oui, il y a un texte, il y a un article qui dit que le peuple a le droit à l'insurrection si ces demandes ne sont pas respectées, donc si les promesses des dirigeants ne sont pas tenues. Et les prix de la nourriture sont limités à un prix maximum, Ça s'appelle la loi du maximum des prix. En septembre 93, va débuter la terreur. Tous les gens suspects d'être contre la République sont menacés d'être décapités. Le bilan est d'environ 40 000 morts et il est triste. Alors, il faut avoir un esprit critique sur la période de la terreur parce que cette République populaire de Robespierre et des montagnards, elle a certes des côtés négatifs et évidemment, elle a mis en place ce qu'on appelle la terreur, à savoir qu'on n'a pas le droit d'être contre la République. Et donc, si on est contre la République, ça veut dire que on met en danger la France et la nation française. Mais il y a aussi des choses positives. On l'a vu, Robespierre et les montagnards, ils mettent en place la loi du maximum des prix. À savoir que, ça y est, on peut accéder au pain avec un prix raisonnable. Et, fait historique, le 4 février 1794, l'esclavage est aboli dans les colonies françaises. Et pour nous, élèves de 4e, ça a une importance primordiale. L'esclavage est aboli. Le 27 juillet 1794, malheureusement, Robespierre sera assassiné, puisqu'on sait que la terreur, elle a été décidée notamment par les gens qui l'ont accompagné, par les gens qui étaient autour de Robespierre, et notamment Danton. Les gens qui sont autour de Robespierre vont lui faire porter le chapeau et vont dire que la terreur, c'est à cause de lui. Il va donc être assassiné le 27 juillet 1794 et la République va redevenir conservatrice. Entre 1795 et 1799, le pouvoir exécutif va appartenir à 5 directeurs. On appelle ça donc le directoire, et le pouvoir législatif à 2 assemblées. Mais cette République, elle va être très très bourgeoise. Autrement dit, le pouvoir il va appartenir à un petit groupe de bourgeois. En plus, le suffrage ne va plus être universel, il va être censitaire. Ça veut dire que pour voter, il va falloir payer. Donc, seuls les riches vont pouvoir payer. Donc, seules les lois dans l'intérêt des riches vont passer. Le 18 octobre 1797, rappelez-vous, depuis 92, la République française et la France est en guerre contre les monarchies extérieures. Elle est en guerre contre l'Angleterre, contre l'Espagne, contre l'Autriche et contre la Prusse. Dans ce contexte, le général Napoléon Bonaparte va se faire connaître et il va gagner une grande victoire en Italie contre l'Autriche, par exemple. Mais il va aussi connaître une victoire en Égypte. Et il va revenir en France, auréolé de ses victoires. Comme Jules César, il va dire « Puisque j'ai gagné des victoires, je peux revenir pour prendre le pouvoir ». Le 9 novembre 1799, Napoléon Bonaparte revient, s'allie avec le directoire, donc les 5 directeurs qui ont le pouvoir, et effectue un coup d'État. Ça veut dire prendre le pouvoir par la force. Alors il le fait à l'aide de l'armée. C'est un coup d'État militaire. Il met fin à la Révolution
Voilà, en 1799, la révolution est terminée. Alors évidemment, la bourgeoisie au pouvoir, la bourgeoisie, je parle de la bourgeoisie conservatrice, ça arrange qu'il y ait un coup d'État de Napoléon. Pourquoi ? Parce que pour eux, la révolution elle était terminée, c'est bon, on arrête les bêtises, il ne faut absolument pas qu'on continue et que le peuple ait le pouvoir. Et donc, il est soutenu par la bourgeoisie, il est soutenu par les nobles que certains sont revenus et d'autres étaient restés. Il est soutenu par les riches, par les grandes richesses du pays. Pourquoi ? Parce que Napoléon, il veut maintenir l'ordre. Il veut absolument pas qu'on continue dans la révolution et que le peuple, pourquoi pas, prenne le pouvoir comme Rousseau l'aurait voulu. Il va mettre en place le régime du consulat, dirigé par 3 consuls, dont lui-même. Bon, en réalité, il décide tout. Le 21 mars 1802, il va, alors qu'il est donc consul et qu'il a tous les pouvoirs, il va rédiger le Code civil. Il confirme certaines avancées de la Révolution. Alors le Code civil, c'est un ensemble de lois. Et d'ailleurs, c'est l'ensemble de lois qui régit encore la France aujourd'hui en 2025. C'est pour ça qu'il est très très important. Donc avec ce Code civil, il va confirmer certaines avancées. La liberté d'expression, liberté d'expression avec beaucoup de limites. Mais il va confirmer certaines avancées, il va redire que les Français sont égaux entre eux, etc. Mais ça va rester très inégalitaire entre les femmes et les hommes. Le 16 juillet 1802, Napoléon va revenir sur une des grandes décisions, des grandes avancées pour notamment les Noirs africains et les esclaves. Napoléon va rétablir l'esclavage dans les colonies françaises. Et c'est une date triste pour évidemment la mémoire de la France, mais c'est une date triste surtout pour les esclaves. En réponse à ça, les esclaves de l'île de Saint-Domingue vont se révolter. Ça va aboutir à la création de la première république noire indépendante dans les Amériques, c'est la République d'Haïti. Le 2 décembre 1804, Napoléon se fait sacrer empereur. La France est désormais un empire. Et oui, il va aller au bout. Autrement dit, Napoléon, il va recréer une monarchie, mais sans dire le mot monarchie. L'empereur va avoir tous les pouvoirs, mais c'est un empereur, c'est plus un roi. Napoléon va d'ailleurs demander aux Français s'ils sont d'accord avec un plébiscite, et les Français vont dire oui. Il faut le comprendre, ça fait 10 ans qu'il y a une sorte de désordre en France, et donc certaines personnes souhaitent un retour de l'ordre. Mais Napoléon va en profiter pour mettre fin au rêve de la Révolution française. Napoléon va donc concentrer tous les pouvoirs. Le pouvoir est absolu. Napoléon va se lancer dans des grandes guerres. Il va se lancer dans une guerre contre l'Autriche, contre la Prusse, et il va même vouloir conquérir la Russie. Et c'est cette volonté de conquête de la Russie qui va le perdre, puisqu'il va perdre beaucoup d'hommes dans la campagne de Russie. Il va devoir revenir en France et il va finalement, le 18 juin 1815, être défait contre les Anglais à Waterloo. Il est exilé sur l'île de Sainte-Hélène et les puissances étrangères qui donc l'ont obligé à s'exiler, et quand on parle des puissances étrangères, on parle de l'Angleterre, de l'Autriche, de la Prusse, ils vont en profiter pour réinstaller officiellement une monarchie et pour mettre fin au rêve de la Révolution française. C'est donc la restauration de la monarchie en France. C'est une monarchie constitutionnelle cependant, plus de monarchie absolue en France. En revanche, il est important de noter que donc, pour conclure évidemment, la Révolution française a été un grand rêve. Même si Napoléon y a mis fin, elle a quand même posé les bases de nouveaux principes. L'égalité entre les individus, l'égalité entre les humains, l'égalité entre les noirs et les blancs, notamment avec l'abolition de l'esclavage, même si Napoléon l'a rétabli, l'égalité de l'impôt, l'égalité de traitement, la question du bien vivre. On a le droit de bien vivre, on a le droit de manger à sa faim. Et effectivement, elle a posé aussi la question du pouvoir. Est-ce normal qu'une seule personne décide pour tout le monde, et est-ce normal même qu'un petit groupe décide pour tout le monde? Alors là, vous l'avez compris, Montesquieu a gagné le temps d'un instant avec l'idée de république, et l'idée de république, elle va revenir, l'idée de cette séparation des pouvoirs, elle va revenir
avec d'autres révolutions qui vont se passer au 19e siècle, mais ça, c'est une autre histoire.